MT Solutions vous propose la causerie du midi. Avec MT Solutions, faites appel à un réseau de compétences internationales pour tous vos projets. Bonjour très chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien, j'espère que la semaine se déroule comme vous le voulez, que la santé, que la famille, tout le monde se porte pour le mieux. En tout cas, on est très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de la causerie du midi. J'espère que vous avez les oreilles bien ouvertes parce que ce sujet est très important. Je vous laisse le découvrir à travers Esther. Effectivement, la violence basée sur le genre est le terme qui désigne tout acte préjudiciable commis contre la volonté d'une personne et fondé sur les différences imputables à la société, le genre par exemple. Le terme VBG souligne la dimension genrée de ces types d'actes. Autrement dit, le lien entre le statut subordonné des femmes dans la société et leur vulnérabilité accrue. Telle est la définition du terme que nous nous apprêtons à toucher dans le talk show qui vous ressemble, afin de briser un peu le tabou autour de ce sujet, parce que nombreuses sont ces personnes qui vivent ce mal en silence par peur de représailles, de briser leur famille ou tout simplement des répercussions sur leur vie ainsi que celles de leurs proches. Selon l'ENVBG, 80,7% des femmes et filles de 15 à 69 ans ont subi un acte de violence depuis l'âge de 15 ans, dont 29,3% de violences sexuelles ici en Guinée. Triste réalité ou fatalité impensable, aujourd'hui nous tenterons de vous sensibiliser sur ce sujet plus qu'important de par son urgence. C'est tout de suite dans la causerie du midi. Et pour nous accompagner pour cette discussion avec vous, chers téléspectateurs, nous avons également des invités, de charmantes invités sur notre plateau aujourd'hui. Elle s'appelle Oureba, notre première invitée. Elle est présidente de l'ONG Amali pour l'émancipation des femmes qui luttent contre la violence faite aux femmes. Elle fait la promotion de l'éducation de la jeune fille et elle œuvre pour l'autonomisation de la femme. Waouh. Bonjour Ouré, comment vas-tu? Bonjour Awa, je vais bien, merci. Merci d'être sur ce plateau. Merci d'avoir accepté d'être là avec nous. Avec plaisir. Notre deuxième invitée, qui n'est pas des moindres, s'appelle Madame Chantal Safi. Elle est écrivaine, mais pas que. Elle est aussi panafricaine, panafricaniste, féministe et humaniste. Une aussi longue liste. Bonjour Madame Chantal. Bonjour. Comment ça va? Je vais bien, merci. Je vais essayer de vous tutoyer. Ça va être un peu compliqué avec tout ce CV là. En tout cas, on est très contente que vous nous accompagniez pour cette discussion très importante. Je pense que vous le savez. Et justement, est-ce que, on vous a présenté déjà. Est-ce que vous pouvez vous-même, dans vos mots, vous présenter à tour de rôle pour que les téléspectateurs vous découvrent? On laisse l'honneur à Tata. Tu peux commencer, non, pas de problème. Donc, je suis Oureba, comme vous l'avez dit, présidente de l'ONG Amali pour l'émancipation des femmes. Donc, nous luttons contre toutes les formes de violence faites aux femmes. Nous faisons la promotion de l'éducation de la jeune fille et nous œuvrons pour l'autonomisation de celle-ci parce que de toute façon, c'est une chaîne. Voilà, on ne peut pas les dissocier normalement. Si on s'attaque à un et qu'on laisse l'autre, je pense qu'on aura d'office perdu ce pourquoi, l'essentiel de ce combat. Très noble comme combat en tout cas. Ouais. Et vous, madame, j'avais dit que j'allais vous tutoyer, mais est-ce que Chantal? Tout ce que tu veux. Tata Chantal, Tata Chantal. Et vous, est-ce que vous pouvez tu peux te présenter? Disons que je suis devenue écrivaine par la force des choses. C'est vrai que j'ai toujours aimé griffonner depuis toute petite. Et au fur et à mesure que j'ai grandissé, je voyais, j'observais. Je pense que je suis née observatrice. Et la condition de la femme m'a toujours marquée. Dès le bas âge, déjà, je voyais qu'il y avait une injustice contre la femme, alors que pour moi, c'est le socle de la société. Et ça bourdonnait en moi, ça bouillonnait depuis. Puis, quand je suis allée en Europe, j'ai fait 11 ans, mais c'était le déclic est parti plutôt du racisme. La force du racisme sur la femme. Sur tous les immigrés, mais la femme plutôt. Sur la femme immigrée qui doit subir la pression de l'homme, la pression de la société, la pression de toutes les pressions possibles. Et moi, je me suis retrouvée comme ça dans un centre d'accueil où je devais gérer les femmes qui venaient demander asile et tout ça. Mais entre-temps aussi, les femmes qui géraient aussi, en tant qu'Italienne, en tant que Belge, partout où je suis passée,
Alors, mon premier déclic, c'était d'abord d'écrire tout ça. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Pourquoi est-ce qu'on doit laisser nos pays pour aller mourir comme ça ou alors finir en esclave moderne? Et aussi se battre contre toute l'injustice, toutes les formes de violence contre la femme en général, mais surtout sur la femme africaine, parce que quelque part, on est plus... c'est vrai que dans le monde entier, la femme est toujours... mais en Afrique quand même, il y a cette excuse où on colle tout ça sur la tradition, sur les religions. Alors là, c'est un mystère, on ne sait pas, alors on se dit non. Alors, on y va, On se lève. on se lève, on parle, on va frapper sur la table, mais bon, il faut qu'on dise quelque chose sur ça, parce que le monde évolue, ben nous aussi on doit évoluer. Absolument. Nos mentalités d'abord. C'est vrai qu'on progresse dans tout, hein, économiquement, politiquement et tout, mais la mentalité, non, c'est pas possible. Moi, j'ai fait le tour de l'Afrique, mais je dis, mais c'est pas possible. Donc, pour moi, c'est la femme qui met au monde, c'est la femme qui élève, c'est la femme. Et tout doit partir de là. Comme on a quand même mis la femme à côté, c'est pourquoi le monde va mal, pour moi. En tout cas, on a mis la femme à côté et on a loupé. Donc, il faut qu'elle revienne à sa place. Voilà. Très bien dit. Quelque chose que vous rejoignez, que tu rejoins, Auré? Mais en fait, c'est tellement bien défini. Non, mais comme elle le dit, en fait, c'est vraiment écœurant de voir le rang qu'occupe la femme de manière générale dans le monde. Parce que je pense que nous quatre sur ce plateau avons eu la chance d'aller ailleurs, notamment en Occident. Donc on voit que c'est pas que en Afrique, mais particulièrement, l'Afrique reste quand même très en retard. Et la Guinée, particulièrement. c'est, je ne sais pas comment décrire en fait, le niveau que nous occupons. Je pense qu'il n'y a pas de rang. Pour oui, je le dis avec j'ai des preuves, avec conviction, je le sais, je l'ai vécu, je le vis tous les jours au quotidien, donc je sais. Et je pense que c'est pas vous ici qui allez me dire le contraire. Sur ça, on est d'accord. Donc voilà, c'est pour cela qu'il faut se lever, parce qu'à un moment donné, c'est pas quelqu'un d'autre qui va venir le faire à notre place. C'est par nous que ça va passer, et il le faut, il est plus que temps. C'était hier qu'il le fallait, mais on ne va pas s'arrêter. On s'est levé, on ne va pas s'arrêter jusqu'à ce qu'on aboutisse à un résultat intéressant. Et c'est vrai que j'ai donné la définition des violences basées sur le genre dans l'intro. Mais est-ce qu'on peut distinguer les différents types de violences qui existent vraiment? Parce que quand les gens entendent violence, ils pensent directement à la violence physique. On se bat, mais il y a plusieurs sortes de violences que les femmes subissent au quotidien. Oui. En Guinée, déjà, je pense que toutes les formes de violence existent. Et pour ne citer que quelques-unes, nous avons l'excision, par exemple, qu'on refuse on refuse d'admettre que c'est une violence. Effectivement. Mais c'est vraiment, je pense que c'est l'une des pires qui puissent exister, parce qu'on te prive d'un organe à vie. Et dès le début de ta vie. Et dès le début de ta vie. Donc, c'est vraiment... Donc, il y a ça. Il y a effectivement la violence, je vais abréger les autres et parler de la violence psychologique, qui est souvent, pour les gens, c'est quand tu parles de violence psychologique, on te prend pour... Dès que tu parles de psy, je ne sais pas, déjà de psy, on te dit, mais une histoire de blanc, c'est pour les blancs. Ou, mais non, t'es folle, qu'est-ce que tu racontes, n'importe quoi. Bref, donc c'est... Par exemple, nous, chez Amali, on met l'accent sur ce volet, parce que nous savons que c'est le facteur, pour ne pas dire le plus important ou le plus néfaste, mais en tout cas, il fait partie des plus graves formes de violence qui puissent exister et qui existent vraiment ici, qui est de manière générale appliquée à tous les niveaux dans notre société, de manière générale, que ce soit dans la famille, dans la société de manière générale, au travail, partout. Donc nous mettons vraiment l'accent sur ça. Il y a plusieurs effectivement formes de violence. C'est effectivement le plus vicieux, enfin, la plus vicieuse. Parce qu'elle ne se voit pas. Parce qu'elle ne se voit pas, et encore plus en Guinée, parce qu'elle se banalise, elle se fait banaliser, non seulement par tout le monde, mais plus particulièrement par les victimes. Elles ne le reconnaissent pas. Et c'est là où il y a un vice, en effet. Et justement, Madame Ba, vous êtes la présidente de cette ONG. D'où est venue finalement cette initiative? Est-ce que
c'est suite à des observations ou vous êtes simplement dit, bon, c'est une cause qui est réelle et on va commencer le combat en Guinée? J'aurais préféré. Ouais, ça aurait été J'aurais plus bien. préféré que ça soit ça, mais malheureusement, non. Enfin, ça fait partie, il y a eu de l'observation depuis toujours. Ma maman étant sage-femme, j'ai vu plusieurs femmes passer par chez nous, par la maison et l'hôpital, parce que j'allais tout le temps la voir. Mais non, ce qui a vraiment poussé à le faire, et depuis 2013, c'est parce que je suis moi-même passée par là. Je suis, comme le dit l'expression, entre guillemets, survivante de violences conjugales. Donc j'ai été admise ici aux urgences, ensuite évacuée sur la France, et après je suis rentrée. Suite à ça, j'ai entamé une procédure de divorce. Et là, les pesanteurs socioculturelles sont venues me terrasser. Et ça a failli vraiment m'emporter psychologiquement, parce que c'était juste incroyable. Comment on banalise ces pratiques ici. Donc tout ce qui est violence, qu'elle soit physique, psychologique, morale, whatever. Et donc je me suis dit, et à tous les niveaux, malheureusement, c'est pas que la famille, on pense souvent que c'est au niveau de la famille ou juste des proches du cercle. Non, mais non, c'est même au niveau des autorités, malheureusement. En tout cas, à l'époque, ça évolue, j'avoue, mais à l'époque, c'était vraiment, je parle de 2010, parce que moi, ça s'est passé en 2010. Le dernier cas, le pourquoi je suis partie de mon foyer jusqu'à Maliéné. C'était en 2010 et à l'époque, c'était vraiment très, 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 très tabou. Ouais, encore plus aujourd'hui. Vous parlez de banalisation, est-ce qu'il y a aussi une culpabilisation carrément? On fait culpabiliser la victime? Mais oui. Ouais. De toute façon, jusqu'à maintenant, le premier truc qu'on va te demander, c'est qu'est-ce que tu as fait? Cette question suffit pour que tu te dises, si tu n'es pas fort mentalement, pour que tu te dises, ben oui, certainement, c'est parce que j'ai fait quelque chose. Donc ça, c'est la question récurrente, courante, et que tout le monde pose. Même celles, les victimes qui passent par là, souvent, elles se disent, mais qu'est-ce que tu as fait? C'est devenu, je ne sais pas comment dire ça, inné. Voilà. Donc oui, la culpabilisation, d'ailleurs, nous, c'est un cercle, hein, c'est un processus. La culpabilisation fait partie du pourquoi souvent on se tait, du pourquoi on permet ça, parce qu'à un moment donné, on peut dire stop et partir, quels que soient les obstacles auxquels on fait face. Mais oui, la culpabilisation est un facteur très, très... qui est réel et pesant dans ce cercle vicieux. Tata Chantal, tu écris souvent sur les femmes ou tu n'écris que sur les femmes? Non. J'ai plusieurs thèmes, mais la femme revient toujours. Dans tout ce que j'écris, elle est là, présente. C'est le centre de ton récit. Et comme je l'ai dit, c'est en Europe que j'ai... Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, m'a dit, mais est-ce que l'Europe t'a fait que du mal? J'ai dit non. L'Europe m'a permis de me réinventer. C'est vrai que j'ai toujours aimé, comme je l'ai dit, griffonner, j'aimais les lectures, j'aimais tout ça, mais jamais je n'aurais pensé écrire tout un livre. Pour moi, c'était impensable. Mais face à toutes ces agressions-là, tu te dis, mais comment faire? Par où passer? Qu'est-ce que je dois faire? Et c'est venu dans ma tête, je dis, bon, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes? J'aime écrire. Ok, vas-y. Je ne sais pas comment c'est parti et c'est devenu une passion, c'est devenu une drogue, je ne sais pas. Exactement. Tout le temps j'écris, tout le temps j'écris. Alors, quand j'ai fini cette histoire d'immigration, qui m'a vraiment fait mal, et puis je suis passée j'ai été invitée à une conférence sur l'excision. Mais mes copines somaliennes ne m'ont pas dit le thème de la conférence. Je suis partie comme ça, comme Auré m'a dit, viens, bon, on est parti. Mais quand même, elle a eu... elle vous l'a dit. Elle m'a dit quand même, voilà, on va parler de la violence. Voilà. Mais elles ne m'ont rien dit. Ben, je m'embarque comme ça, j'y vais. Bon, on arrive à la boutique de la présidente, et puis tout le monde s'embarque, toutes les filles avec des foulards sur la tête. Il n'y avait que moi qui avais la tête. Puis on arrive dans la salle et on voit tout le monde assis. Et on était plus 6 filles, 6 femmes. Et on n'avait même pas droit à une chaise. Incroyable. Vous venez parler de l'excision. De l'excision. Il n'y a que des hommes. Et les victimes sont somaliennes.
c'est elles qui ont préparé ça pendant 2 ans. Wow. Et on n'a pas de table, on n'a pas de chaise. Il y a quelques chaises réservées à la délégation qui va venir avec la ministre de la Santé, la ministre de l'Égalité des chances. Ils appellent ça parité en Italie. D'accord. Opportunité des chances, des trucs comme ça. Bon, ok. On entre et puis on est là. Puis j'ai dit aux femmes, j'ai dit, mais on doit quand même s'asseoir. Et c'est là où je lève les yeux et je vois excision, mutilation génitale, infibulation. Bon, d'accord, excision, je vois. Mutilation génitale à peu près, infibulation, rien du tout. C'est quoi cette histoire? Ben alors, on commence j'ai dit aux filles, mais quand même, bon, si on n'a pas eu droit. C'est supposé que moi, je suis avec vous, donc on a été toutes excisées. On n'a pas eu droit à cet organe. Alors, quand même, on peut avoir le droit de s'asseoir. Ce qui nous reste, on a quand même le droit de le mettre quelque part. Effectivement. Et les femmes rient alors, mais bon, par l'italien. Elles ont pouffé des rires moi-même. Puis j'ai dit, ben, venez avec moi, on va s'asseoir. J'ai dit, non, c'est pas possible. J'ai dit, ben, c'est lui qui va refuser de nous faire asseoir. Il va voir sur quel bois ce qui me reste va chauffer. C'est comme ça que j'ai dit, mais bon, j'ai essayé de... Après, on est assises et puis on commence, on parle de ça. Mais alors, l'Afrique est traitée de tous les noms. Les Africains, on est des sauvages, des barbares. Wow. Et l'Européen a oublié tout ce qu'il a fait, tout ce que l'Occident a fait à toute l'Afrique. Non. C'est juste ça qui identifie l'Africain. C'est ça. Ça, non, j'étais comme s'il y avait du feu, il y avait un volcan en moi. J'ai dit, mais c'est pas possible. On peut pas stigmatiser l'Afrique comme ça. Mais bon, quelque part. Et moi, je me disais, mais ça vient d'où? L'origine de ça, excision, mutilation génitale, infibulation, ça vient d'où? Moi, je pense que la tradition est une bonne chose qu'on doit perpétuer. Alors, si l'excision était mal, est-ce que c'est quelque chose qu'on doit perpétuer? Non. Comment on peut appeler ça une tradition africaine? Ça vient d'où? La question, j'ai commencé à me poser la question, j'avais toute la tête gonflée comme ça. Puis tout d'un coup, Madame la ministre se déplace, elle part, elle a fini de parler. Et tout le monde se lève. Bon, on se retrouve seuls, avec quelques étudiants, avec leurs feuilles et tout ça. Et les femmes... comme j'ai travaillé dans un centre d'accueil, j'ai compris pourquoi les femmes de Corne d'Afrique étaient agressives. Je n'avais pas compris. Mais après que j'ai compris que c'était... Elles ont subi l'excision. Donc, ce sont des femmes qui restent sur les qui-vive. Tout le monde leur veut du mal. Tu vois? Et avec aussi l'alimentation, ça fait quelque chose. Le café, le piment. Et alors, elles sont toutes comme ça, debout, tout. Puis alors, j'ai dit, bon, elles se sont levées, c'est pas possible. Nous, on a préparé ça pendant 2 ans. Mais pourquoi on ne veut pas rester à figurer dans les émissions, on doit, si on nous a demandé notre avis, quand même, on devait parler. C'est nous qui avions été des victimes, c'est nous qui avions subi ça. On devait nous demander comment on vit ça. Vous devez avoir votre place. Alors, je devais les calmer, je les ai calmés, et puis on est rentrés. Arrivé chez moi, j'ai dit, je ne dors pas. Excision, là, c'est quoi? J'ai lu infibulation, mutilation. Je n'ai pas dormi jusqu'au matin. J'ai dit, non, je ne dors même pas. C'est comme ça que le livre est sorti. J'ai commencé à écrire. Si vous regardez bien sur la couverture, vous allez voir. Bon, avant, je l'avais intitulé autrement. Mais quand tu vois la rose, tu vois comment elle est faite. Elle représente. Oui, alors le cœur de la rose, je dis, bon, le cœur, pourquoi? C'est comme l'être humain, quand le cœur s'éteint, c'est la mort, quoi. Et la femme aussi, c'est ça son cœur. C'est vrai qu'on a un autre cœur plus grand, mais là, c'est le fondement même de la femme. Pourquoi on s'appelle femme? Pourquoi on est femme? Pourquoi on est différent de l'homme? Alors, si on nous coupe ça, je ne sais pas. Bon, je me dis, l'Africain est quelqu'un qui croit en Dieu. C'est Dieu qui a créé la femme avec toutes ses grâces et tout ça. Mais on croit en Dieu et puis on veut corriger Dieu. Comment corriger Dieu? Vous coupez, vous effacez, vous grasez. Mais quelle est la démarche? C'est quoi la fin? Vous voulez corriger Dieu? Non, c'est pas possible.
Alors, c'est tout. Pour moi, c'est vraiment... Et quand tu lis ça, et tu regardes l'anatomie de la femme, tu te dis, mais elle a subi ça, pourquoi? Parce que, bon, je m'excuse de faire le geste qui n'est pas... Bon, à supposer qu'on coupe les clitoris, n'est-ce pas? Mais la racine reste dedans. Bon, vous coupez ça, mais à l'intérieur, ça reste. Vous aurez fait quoi? Vous avez fait souffrir la femme pour rien. Parce que la femme, elle est où? Elle est clitoridienne ou elle est vaginale. Ben, si elle est vaginale, on va toujours retrouver sa racine. Donc, on n'a rien fait. On l'a fait souffrir pour rien. C'est ça ma démarche. C'est ça ma démarche. Dire que c'est un mal qu'on doit vraiment éradiquer. Ça n'a pas de sens. On vous entend haut et fort, vraiment. Le message, il est vraiment passé. Et ça m'amène à vous demander justement, est-ce que les actions de l'ONG vont dans tout ce sens-là, que ce soit justement la promotion, comme vous le disiez, mais plus en détail, même de la formation au niveau de l'organe féminin, de la femme. Quelles sont finalement les actions que vous posez au nom de l'Amalie? Alors, pour répondre à ça déjà, à date, nous avons eu à mener des actions et continuons à mener des actions dans ce sens. Cependant, aller sur tous les flancs en même temps ou sur tous les fronts fait qu'on ne va pas être très efficace. Et donc, nous avons mis l'accent plutôt ailleurs, ce qui n'exclut pas notre combat et nos actions sur l'excision. Donc, nous avons mis l'accent sur l'accompagnement psychologique. En fait, nous faisons une prise en charge holistique, donc générale. On accompagne la victime du début à la fin. Dépendamment du type de cas que nous avons en face, de la personne que nous avons en face, parce que tout ne se traite pas de la même manière. Ce n'est pas une science exacte, voilà, genre 1 + 1 = 2, non. C'est bien de le voir comme ça, d'ailleurs. Voilà comment toi tu réagirais, ou tu supporterais, ou en tout cas gérerais. Tu ne serais forcément, si tu étais victime d'une violence quelconque, on ne te gérerait pas forcément de la même manière qu'on le ferait avec Esther, moi, où on a toutes nos personnalités, nos sensibilités, voilà. Donc c'est pourquoi nous avons mis l'accent, nous, sur l'aspect psychologique, surtout. Surtout. Le premier truc que nous faisons avec les victimes, nous, c'est vraiment de mesurer l'impact de ce qu'elle a reçu comme violence sur l'aspect psychologique, et puis essayer de l'aider dans ce sens d'abord. Parce que tu ne mènes un combat que si psychologiquement tu es prêt. Totalement. Voilà, donc c'est étape. sur ça que nous travaillons d'abord. On essaye d'aider la personne à ce niveau, et puis s'en suivre les autres étapes. Encore une fois, dépendamment du type de cas que nous avons en face, parce que quand c'est des cas de viol, il faut d'abord amener la personne à l'hôpital. Quand c'est des violences physiques où il y a blessure, machin, il faut d'abord la soigner. Mais on fait parallèlement à ça l'autre aspect. Mais l'excision, oui, on mène des actions. On a tout un truc de prévu, par exemple, l'année prochaine, en 2023, qu'on a dû décaler face à Corona, face à plusieurs... on est en Guinée, on sait ce qui s'est passé entre-temps, donc tu vas faire ton plan d'action parce qu'il faut en faire, tu ne te lèves pas comme ça pour aller voilà, faire des choses. Donc, par rapport aux différents événements qui se sont passés en Guinée et de par le monde, de manière générale, on a dû décaler un peu certaines de nos actions. Mais oui, les victimes enfin, on essaye de sensibiliser surtout parce que l'excision est revenue. Effectivement. À un moment donné, ça s'était calmé. En Guinée, on avait réussi pas à éradiquer, ça n'a jamais été éradiqué, mais vraiment, dans la capitale, par exemple, et aux alentours, il y avait quand même des avancées à ce niveau. Mais je vous assure que c'est revenu, mais complètement, quoi. Complètement. C'est masqué, hein, parce qu'on n'habille plus les filles quasi, c'est rare, mais on le fait, on le pratique. Et souvent, par des mamans qui sont sensibilisées à ça, qui connaissent les inconvénients. C'est là le grand défi, hein, exactement. Donc, on fait la formation, enfin vous faites la formation, mais c'est cette mentalité-là qui est tellement ancrée qui fait en sorte que c'est un combat finalement. Et c'est vraiment un combat. C'est vraiment un combat parce que l'excision, comme tu le disais, est revenue en force. Et limite,
être contre cette pratique, c'est être mauvaise, c'est être contre les traditions, être une femme trop moderne, etc. Et c'est difficile de se battre contre une majorité de personnes, parce qu'il faut le dire, c'est le cas. Je pense qu'il y a certains qui n'admettent plus être pour cette pratique parce qu'ils savent que c'est condamnable, mais au fond qu'ils le font. Et j'ai entendu récemment une histoire d'une jeune fille qui allait passer les vacances chez sa grand-mère et qui s'est fait exciser alors que ses parents étaient contre. Mais comme elle a passé les vacances chez la grand-mère qui voulait l'exciser, ça s'est fait. Et qu'est-ce que tu fais après ça? Est-ce que vous conseillez aux victimes de porter plainte, ou comment ça se passe quand, par exemple, quelqu'un vient vous voir par rapport à des actes de violence? Ce que nous faisons, nous, aujourd'hui, on a des associations partenaires, des ONG partenaires, telles que le Club des jeunes filles leaders, par exemple. Je les cite parce que, dans ce sens, elles sont très impliquées. Voilà. Et donc, quand on reçoit ce genre de cas, on essaye de les diriger vers cette ONG qui est très active à ce niveau. Bien sûr qu'on reste dans le processus, on aide, mais on préfère leur laisser la main, si vous voulez. Donc, on a rarement nous, reçu des cas d'excision. D'accord. C'est plus les victimes de viol, de violences conjugales. On reçoit rarement, on en a reçu, mais on les a référés. Et nous sommes quand même restés dans l'accompagnement psychologique. Mais l'aspect juridique, etc., c'est plus elles qui ont géré cet aspect. Et vous recevez souvent des victimes de viol, de violences? C'est tous les jours. Tous les jours qu'on est contacté. Après, est-ce qu'elle va aller jusqu'au bout? C'est ça. Mais oui, c'est tous les jours qu'on est interpellé par rapport au viol qui est devenu, je ne parlerai même pas de fléau. S'il y a un mot qui dépasse fléau, c'est cela en Guinée. On en est là. Le viol sur mineurs, surtout. Surtout, parce que souvent les adultes, je pense, sont gênés d'en parler. Sinon, c'est courant. Comme je le dis, moi, depuis peut-être 2-3 ans, ça s'est quasi arrêté. Mais il y a eu tellement de tentatives entre-temps, avant que je ne me fasse connaître sous la casquette d'Amalie. Parce que comme tu sais, par exemple, moi j'ai plusieurs casquettes, je fais plusieurs autres choses. Donc, mais aujourd'hui, Amalie, je dirais pas, a pris le dessus, mais je suis aussi reconnue en tant que féministe, entre guillemets. Donc certaines personnes font attention à ce qu'elles font avec moi. Et puis moi, je peux être très, excusez-moi du terme, pas agressive, mais je me laisse sur la défensive. Plus faire du tout. Tu essayes un truc, j'ai plus de manière, quoi. Je sais comment aller, le regard, l'attitude et tout. Donc ça fait que les gens font attention. Mais sinon, c'est courant. Donc le viol est un fléau. Enfin, au-delà du fléau, ça dépasse tout entendement en Guinée. C'est triste d'entendre ça. On en reçoit tout le temps. Tous les jours, on est contacté. On va avoir un appel pour nous signaler un cas de viol. Et c'est souvent de la part de la victime ou des témoins autour? Souvent les témoins, quand c'est les viols. Mais c'est difficile d'aller jusqu'au bout avec... Il y a toujours quelque chose qui se passe. On a quand même réussi à convaincre certaines victimes de continuer la procédure, de nous laisser les aider. Et on a pu faire condamner les auteurs. Donc, il y a une avancée quand même, mais ça reste encore caduc. Et cette procédure-là dont vous parlez, la victime, si elle justement accepte de venir témoigner et que les preuves sont là, enfin, je dis les preuves, évidemment, sa parole suffit, mais est-ce que vous amenez jusqu'à porter plainte, vous les accompagnez jusqu'à là, est-ce qu'il y a un suivi des autorités jusqu'à... ça se fait fluidement ou là encore vous avez... Alors la première des choses que nous faisons pour les cas de viol, c'est d'amener systématiquement la personne à l'hôpital pour déjà chez le légiste, pour effectivement confirmer, affirmer ou voilà. Je ne vais pas utiliser des termes juridiques, voilà, qu'il y a eu viol. La parole suffit, c'est vrai. Chez nous, on ne va jamais remettre en cause. Est-ce que tu es sûr? Ça, c'est la question qui est bannie. On a même affiché ça dans nos bureaux parce que c'est le truc qui tue la victime, quoi. Psychologiquement. Tu arrives, tu as besoin qu'on te croie. Donc, quelle que soit la nature de la personne, quel que soit comment elle nous décrit ça, nous, on te croit systématiquement. Cependant, la procédure veut qu'on s'assure effectivement. De toute façon, on ne peut
aller à l'étape de plainte, etc. Si on n'a pas, voilà. Donc s'il y a examen avéré, donc systématiquement on te demande d'accepter cela. Donc on t'accompagne dans ce sens. Et donc il y a plainte, il y a consultation aussi pour voir s'il n'y a pas eu de comment on appelle, de lésions. Enfin, je veux dire des tests sérologiques. Ah oui. Que nous faisons aussi, parce que souvent les viols, c'est jamais, ils ne se protègent pas, le violeur. Donc on regarde s'il n'y a pas de grossesse. Voilà. Mais c'est surtout si tu n'as pas entre-temps contracté une infection sexuellement transmissible, qui est en général, si c'est les 72 premières heures, on peut faire quelque chose, même si celui qui l'a violé est atteint d'une infection sexuellement transmissible. On peut aider la victime à ne pas, elle, l'avoir. D'où l'importance donc de signaler le plus tôt possible. Tout de suite. Vraiment, c'est à l'instant, tu sors de là, je sais que c'est traumatisant et tout, mais maxi 24 heures. Ça doit être le premier réflexe. Voilà. Oh là là. Le premier réflexe, je pense que c'est compliqué. Pour beaucoup, on parlait des pesanteurs sociales, culturelles. Ici, même quand on n'est pas victime de violences physiques ou psychologiques et qu'on veut divorcer, déjà, on sait comment ça se passe. Donc, je n'imagine même pas, une femme qui a subi ce genre de violence, parce que les violences psychologiques, ça se fait sur la durée. Quelqu'un qu'on a déjà, comment on dit ça, on lui a lavé le cerveau en lui faisant penser qu'elle était coupable, que c'est parce qu'elle était d'une certaine manière qu'elle se faisait... Elle a provoqué. Exactement, qu'elle provoquait. Je pense que c'est difficile d'aller et de demander de l'aide quand on a l'impression qu'on est la cause de ce qui nous arrive. C'est clair. Et est-ce que vous, de temps en temps, je vous pose la question à toutes les deux, est-ce que vous faites des séances de sensibilisation, par exemple sur les réseaux sociaux, parce que c'est la manière la plus rapide d'atteindre un maximum de personnes, pour parler justement de ces mots, au final ? Sur les réseaux sociaux, mais surtout, nous, on va vers... en tout cas, à Mali, on va souvent vers les gens. On va dans les universités, un peu partout. Partout, on sait qu'on ne communique pas forcément sur ce que nous faisons systématiquement, parce que quelquefois, les gens n'ont pas forcément envie d'être vus. Donc, tu viens avec ta caméra, ton truc. Les gens sont réticents. Donc, nous, on a compris que ça, c'était un frein à ce que les gens s'expriment librement. Et voilà. Donc, on évite ça, si vous voulez. Donc, aujourd'hui, quand nous allons, on va partout. Pour répondre à votre question, on va partout, mais on va plus vers les gens et on interagit avec les personnes. On préfère ça, c'est notre méthode à nous, parce qu'on a vu qu'elle portait le plus. On veut toucher le maximum de personnes, mais on ne veut pas que passer l'information. On veut surtout avoir un impact positif. Éduquer, voilà, avoir un impact positif. Comme je le dis souvent, quand moi je vais dans une fac, dans les amphis, souvent on a au minimum 500 personnes qui sont là. Mais si en sortant de là, on n'a qu'une personne qui a retenu, sur cette personne, on a eu de l'impact, qu'elle a pris conscience ou qu'elle peut aider une personne à côté d'elle, parce qu'elle n'est pas forcément victime, mais on a toujours quelqu'un à côté de nous qui est victime. Pour nous, on a atteint largement l'objectif journalier. Donc c'est comme ça que nous procédons. Pas, on ne va pas sur la masse, on aimerait, mais on veut vraiment aller sur petit à petit. Tata Chantal, ton livre, je pense qu'il parle de lui-même, donc c'est une manière de communiquer un peu ta vision des choses. Mais est-ce que de temps en temps, tu échanges avec des personnes au quotidien, ou peut-être quelqu'un qui aurait lu ton livre essaye de te contacter pour échanger là-dessus? En tout cas, la première fois que j'ai... après avoir... Quand j'ai commencé le livre et que je l'ai fini, comme je travaillais déjà, avec les femmes, et il y a quelque chose qui m'a marquée, parce que je les accompagnais partout pour les documents administratifs, et puis il fallait les amener aussi à l'hôpital, au cours de... il y a des cours de formation, cours de langue. Et ces femmes elles viennent toujours ou enceintes ou avec des bébés. Souvent enceintes, femmes seules avec enfants. Ben, on doit suivre leur grossesse déjà. C'est déjà un problème déjà que la majorité venait avec... elles étaient traversées la Méditerranée et tout ça. Mon Dieu. Puis elles arrivent enceintes et n'ont jamais été à l'hôpital. Il faut d'abord la sensibiliser. Et puis après, l'amener à l'hôpital, les jours de l'accouchement. Ben, tu te retrouves devant une qui accouche mal, disons, qui a été déchirée.
l'accouchement l'a déchiré, ou alors on l'a fait exprès. Et elle demande, malgré la douleur, elle demande à ce qu'on refasse ça, on recourt. Alors là, je suis restée sur non, c'est pas possible, on te libère déjà. La première fois, on n'a pas voulu. Mais maintenant, tu accouches pour la première fois, tu pleures, elle pleure même pour qu'on refasse ça. J'ai dit, mais je n'ai pas compris. J'ai dit, mais pourquoi est-ce que vous insistez? Il dit, non, mais si un jour j'ai retrouvé mon mari, il ne pourra plus me reprendre parce que je ne suis pas ce que je suis. Mon Dieu. J'ai dit, mais tu n'es pas ce que tu es comment? C'est Dieu qui a voulu comme ça. Tu penses vraiment que si Dieu voulait te fermer jusqu'au bout, il n'allait pas le faire? Lui-même, il t'a laissé comme ça. Il t'a laissé, il sait pourquoi. Et alors, il y a quelqu'un qui est venu coudre ça. Tu penses que ça a un sens? Pourquoi tu dois souffrir pour quelqu'un? Il me dit, non, même si j'ai divorcé, même si mon mari, parce qu'elle vient avec des prétextes, mon mari est mort, il est en prison, ok. Mais même si mon mari est mort, même s'il n'est plus en vie, si je dois me remarier avec un Somalien, avec un Éthiopien, avec je dois être comme ça, comme les autres. Et ça ne fait pas mal, ça me fait extrêmement mal, mais c'est comme ça. Donc il faut du temps pour expliquer à cette dame-là qu'elle est vraiment à côté, quoi. Que pour son bien. J'ai dit, mais tu n'appartiens pas. Tu t'appartiens, toi-même, tu t'appartiens. Si toi-même tu as cette souffrance-là, qu'est-ce que moi je peux faire? Hein? Donc, même les médecins d'abord, en tant qu'Italiens qui ne comprennent pas ça, ils viennent parce que c'est moi qui les amène. Ils me supplient, madame, mais qu'est-ce qu'ils nous demandent? Comment on ne peut pas supporter ça? Déjà, même à l'accouchement, c'est un problème. C'est pas possible. Ce que j'ai vu là, c'était... Ça a dû, même pour vous, être traumatisant finalement. Moi-même, ça m'a traumatisé. Même écrit ça, même pour savoir ce que c'est l'excision, et on te met toutes les catégories. Mais tu es déjà traumatisé, tu écris, tu es traumatisé, tu vas interpréter la dame. Non, tu te dis, mais c'est pas possible. Donc, doucement, doucement, tu commences à... Bon, elles sont 10, elles sont peut-être 6 qui viennent d'accoucher. Bon, c'est une par une. Puis tu dois appeler aussi les autres pour essayer. C'est une question de vraiment c'est vraiment mentalité, un travail à c'est faire. un vrai travail. Malheureux. En tout cas, on a sauvé une seule qui a dit, OK, moi je ne veux pas, je reste comme ça. Donc on a dû faire, le médecin a dû faire une réparation. Une réparation, mais c'était une victoire. On a fêté ça. Parce qu'il y a une qui a accepté de ne pas être comme ça. Donc, il y a une dame, je pense qu'elle est éthiopienne ou somalienne, elle a fait un témoignage à la télévision. Et c'est par rapport à ça, on a montré le documentaire, c'est par rapport à ça que la dame a dit OK. Mais après, elle m'écrit jusqu'aujourd'hui. Elle me dit ce que tu as fait de ma vie, je ne sais pas comment le faire. Et c'est très important ce que vous mentionnez, puisque, en fait, finalement, quand on a des exemples autour de nous, on peut peut-être, ça peut nous motiver et se dire, bon, si elle l'a fait, je peux le faire. Et au-delà de ça, c'est ce qui est malheureux, c'est qu'il y a des conséquences sur le long terme, tant sur la femme elle-même, mais sur ses enfants, sur ses filles. Comment elle éduque ses filles, parce que c'est ça le problème. C'est générationnel, c'est une tradition qui est perpétuée. Là, enfin, on dirait qu'on réalise à travers cette discussion encore plus l'importance de former, et pour former, mais surtout de penser aux générations qui arrivent et qui doivent être au courant de ça et avoir des exemples de femmes comme vous qui s'émancipent et qui surtout réalisent les dangers et le fait que bon, c'est pas comme ça en fait la réalité. On est confronté justement à des jugements. Tu dis, elle parle du sexe. Je parle du sexe, mais celles ou ceux qui ne parlent pas de sexe, c'est encore pire. Moi, je parle, d'accord. C'est vrai, c'est vrai. C'est un sujet. C'est la nature. C'est la nature. On va parler de la bouche, des yeux, et ça aussi, on parle, c'est pas un problème. Mais on te catégorise, on te juge, on te met dans... Tu dis, OK, c'est ma mission, je vais la mener. Ils ont rendu ça, même le terme émancipé, dès qu'ils entendent ça, ça y est, ils se disent, oh là là, féministe, tout est devenu péjoratif dans le sens où dès que tu te bats contre une injustice faite aux femmes,
par les hommes, ça devient Mais un nous-mêmes problème. aussi, on doit expliquer le féminisme, c'est quoi? Ouais. C'est défendre les droits de la femme, point très. Ouais, c'est Il n'y a ça. pas d'autre chose. Ce n'est pas C'est pas être au-dessus contre les hommes. Oui, les Voilà. hommes peuvent être féministes. ça. C'est ça, exactement. Mais Et quand justement- aujourd'hui on parle, tu es féministe et quoi? Ouais. C'est comme si tu portais tous les péchés de la terre sur la tête. Non, je défends les droits de la femme. Est-ce que c'est mon Avec droit raison, aussi? ouais. C'est tout. Je voulais mentionner, on a parlé beaucoup de femmes, parlons d'hommes aussi. Pour finir, il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais est-ce qu'il y a un message que vous aimeriez porter à ces hommes, pas ces hommes en disant ces hommes qui font du mal ou quoi que ce soit, Mais aux hommes en général. Quel message leur porter pour nous accompagner et être des alliés finalement? Par exemple, nous, chez Amali, on a ce qu'on appelle des champions. Parce qu'on est convaincu que sans les hommes, on n'y arrivera pas. On n'est pas là contre les hommes, mais pour une société équitable de manière générale. Totalement. Donc, on demande aux hommes d'accepter de nous accompagner. Ouais. Et surtout, de ne pas nous percevoir comme étant des ennemis. Exactement. Parce que comme je le C'est la dis même Des souvent, rebelles. est-ce que tu aimerais qu'on fasse, je dis ça aux hommes avec lesquels j'interagis, tu Effectivement. aimerais qu'on fasse ça à ta fille? Ouais. Tu aimerais qu'on, est-ce que tu aurais supporté, ou je suis sûre que si ton père a eu à le faire avec ta maman, ça t'a choqué, Ouais. vexé, ça t'a fait mal, C'est pourquoi tu perpétrais Ça, avec tes cette enfants. violence? Pourquoi? Donc arrêtons, pour un monde meilleur, c'est pour toi-même. Pourquoi tu rentrerais du travail et que tu es à te chamailler avec ta femme tout le temps? Tu veux pas la paix, toi? Tu veux pas la faire, vraiment? Tu veux aller, je parle même pas de maîtresse et autres, tu préfères aller rigoler avec tes amis ou juste rigoler pendant que tu es dans la voiture, le temps d'arriver à la maison. Mais quand tu ton arrives à la visage est maison, c'est ton froissé. ennemi qui est là. C'est pour toi-même que tu le fais. C'est ridicule, c'est nonsense. Donc oui, on aimerait avoir les hommes avec nous et enfin, la porte est grandement ouverte. D'ailleurs, on en a quelques-uns. Malheureusement, ils sont très, très, très peu. Tu vois, mais oui, on a besoin d'hommes. Ouais. On veut que les hommes soient avec nous et qu'ils comprennent qu'on n'est pas là pour les combattre, mais plutôt pour une vie équitable, Tous ensemble, main dans la tous main. ensemble, main dans la main. Absolument. C'est ça. Voilà. C'est un très beau Moi, message. ouais. je pense, toutes les quatre, que si nous sommes là, si on a l'audace de parler de tout ça, c'est parce que nos papas, nos pères ont compris notre rôle. Entre autres, Parce ouais. que nos parents ont compris que nous avons voix. Oui, on a quelque chose à apporter à l'humanité. Moi, je pense. Ouais. Alors, on nous a autonomisés. On nous a permis de rêver, de rêver comme les garçons, d'aller à l'école. Ils nous ont même accompagnés. Et si tous les hommes pouvaient faire ça, je pense que le La monde vie serait serait meilleur. simple. Absolument. Nous avons cette chance-là, mais il y a d'autres femmes qui n'ont pas, des filles, des femmes qui n'ont pas eu cette chance-là. Ouais. Les pères, les oncles, les frères, les cousins, tout le monde au-dessus de... Et moi, je défends toujours les femmes. Pourquoi? Les femmes qui sont devenues agressives, coriaces, Aigries. ça vient de quelque part. Bien sûr. Parce que cette petite fille-là, qui doit tout faire, c'est toi qui dois nettoyer, c'est toi qui dois faire ça. Alors le garçon est assis là, c'est lui le plus grand. Le prince. On met ça sur ta tête, mais quelque part, dans toi, tu te révoltes. Ouais. C'est comme ça que toutes ces femmes deviennent coriaces, plus coriaces que les hommes. Ça vient de quelque part. Moi, j'ai observé des enfants dans la... Parce comme on avait de formation, les femmes, on accompagnait les femmes, mais les enfants restaient dans... On avait un espace pour les enfants. Et il y avait des jumeaux, filles et garçons. Et le lit était juste... mais le garçon, mais il était agité déjà, bébé. Il est sorti de la maternité, c'était le petit roi. Alors la fille était tellement... J'ai dit, mais c'est ça. Ça C'est dès commence le là-bas. départ déjà. Alors quand il grandit et que la maman dit, c'est toi l'héritier, c'est toi le prince, c'est toi... Alors que ce sont des jumeaux et qui sont C'est ça, comme même on dit, au identique même même. niveau. Ouais. Alors la fille reste comme ça, douce, jusqu'à ce qu'on la transforme en rebelle, justement. C'est la société qui te rend comme ça. très, Mais très la bien femme dit. naît naturellement douce, elle est née de beaucoup de tendresse. Mais seulement, il y a des papas. Bon, les mamans, elles ont aussi leur part de responsabilité. Parce qu'à trop vouloir donner de pouvoir aux garçons, la fille se sent... Alors c'est le Marginalisée, papa qui te tire, qui t'embrasse, qui te fait des bisous, qui te... Vas-y, fais ça, va à l'école. Et nos papas, en tout cas, je ne sais pas. Je remercie tous nos papas et les autres papas. Et on invite tous les tout le hommes monde à qui soutenir. accompagnent, Exactement. qui éduquent. Chantal, Oui. Ouré, merci.
Merci à vous. Beaucoup pour cette belle conversation. Merci à vous, chers téléspectateurs. On vous invite à réagir sur les réseaux sociaux pour donner aussi votre avis. On invite les hommes, s'il vous plaît, comme Ouré, comme Chantal l'a dit, à être nos alliés. Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de la Causerie du Midi. Au revoir. Au revoir. MT Solutions vous a proposé la Causerie du Midi. Avec MT Solutions, faites appel à un réseau de compétences internationales pour tous vos projets.